Aujourd'hui, on va parler d'IA. On va aller voir ensemble des chaînes 100% générées par IA, les vidéos, d'autres qui utilisent l'IA dans leur process. On va avoir cette discussion philosophique aussi autour de concrètement quel est l'état des lieux de l'IA aujourd'hui. Est-ce qu'on est sur le point de tous se faire remplacer ou pas? Je sais que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Vous avez peut-être des pistes de réflexion par-ci par-là, mais vous êtes peut-être toujours un peu dans le brouillard et c'est normal, c'est assez difficile de visualiser la situation. Il y a beaucoup de variables, beaucoup d'incertitudes. Moi, j'ai une vision un peu plus pointue. Justement, je me suis beaucoup renseigné sur ces sujets-là puisque je suis en première ligne avec mon business. Donc, on va aller explorer tout ça. Je vais vous donner mes stratégies aussi pour 2026 parce que c'est le titre du live, c'est survivre et prospérer face au tsunami IA de 2026. Ma prédiction, c'est qu'en 2026, on va faire face à un véritable tsunami de contenu de synthèse généré par intelligence artificielle. Il faut savoir concrètement qu'est-ce que ça implique. Est-ce que ça va faire concurrence au contenu que nous on fait en tant que créateurs humains? MPT, tu me dis tout le monde est dans le brouillard, même les experts selon moi. En fait, expert IA, c'est un peu un oxymore, hein, parce que à moins que tu travailles vraiment dans la tech chez OpenAI, mais sinon, tous les soi-disant experts IA, tous ces gourous de LinkedIn qui te disent: «Je suis expert IA», une expertise en général, ça fait 5-10 ans au moins pour se construire. L'IA, elle est là depuis quoi? 3-4 ans? Ça évolue très vite, donc c'est vrai qu'on est un peu tous dans le brouillard. Après, moi j'ai disons des pistes de réflexion qui seront intéressantes à partager et ça m'intéressera d'ailleurs beaucoup d'avoir votre point de vue à vous. Salut Lionella, salut Jérémy, trop cool de te voir en live. Bah ouais, maintenant je fais un live tous les dimanches à 11 h. Donc voilà, si vous voulez qu'on passe chaque semaine ce petit moment ensemble pour parler de business, de minimalisme, d'IA, chaque dimanche à 11 h heure française, je suis en live sur cette chaîne Business Minimalist. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne d'ailleurs, vous pouvez le faire maintenant. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour booster le live. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais dans le doute, si tu es passionné par l'IA, je te conseille d'aller interviewer tous les Français qui bossent dans la Silicon Valley. Ouais, après, bon, moi, je suis qu'un guignol qui fait des vidéos sur Internet, tu vois. J'ai pas la prétention d'aller interviewer des experts de la Silicon Valley. C'est pas vraiment le thème de ma chaîne, quoi. Moi, je suis plus sur le côté business en ligne, comment on navigue là-dedans avec tous les outils qu'on a à disposition. Et aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver, le sujet, c'est survivre et prospérer face au tsunami de l'IA qui va arriver en 2026. Je remarque vraiment ces derniers mois qu'il y a de plus en plus de... Surtout en fait depuis l'explosion des outils de génération vidéo. D'abord, il y a eu Google VEO3 qui est un peu passé sous les radars, mais c'est surtout après avec Sora de OpenAI. Le produit était viral, c'était fait pour être viral, pour que tout le monde le voit. Et là, l'internet a de plus en plus été envahi par, du contenu, ce qu'on appelle du AI slop, c'est-à-dire, du contenu poubelle, généré par IA en impromptu. Salut à tous, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Là, dans mon navigateur, j'ai, bon nombre d'onglets que j'ai ouverts avant le live, j'ai préparé. On va aller voir différentes chaînes. Le but, c'est qu'on voit, ce qui se fait en termes de contenu par IA aujourd'hui. Je voulais d'abord vous montrer alors celle-ci, je suis tombé dessus il y a quelques semaines, complètement par hasard, par l'algorithme. C'est une chaîne française. Bon, déjà, la première chose à dire sur cette chaîne, c'est que c'est du pur plagiat. Cette chaîne a complètement regardé les miniatures, elle a complètement plagié, cette chaîne américaine, Everything Professor. Voilà, c'est exactement le même format de vidéo, les mêmes sujets, c'est du copier-coller, en fait. Et le truc, c'est que la vidéo, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression d'entendre ChatGPT parler. Moi, c'était celle-ci que j'avais vue d'abord. Chaque drogue et ses effets expliqués en 18 minutes. Et en fait, c'est un format qui est extrêmement efficace pour le watch time. C'est vraiment quelque chose de très basique. Il y a là, je sais pas combien de drogues qu'il explique, 12. Donc il y a c'est en fait, c'est une liste de 12 drogues, mais il va en faire d'autres, hein. Il y a d'autres sujets. Par exemple, les alliances historiques, les couleurs d'yeux, c'est vraiment des choses, très diverses et variées, complètement insolites. C'est vraiment juste pour choper la curiosité des gens. Ça, c'est pas une chaîne qui va construire une marque personnelle du tout. C'est vraiment juste une chaîne qui est là pour, traire l'attention du mass market et ça cartonne. Quand vous voyez le nombre de vues, voilà. Et donc, par exemple, celle-ci que j'avais pris, les drogues, Caféine. Le moulin grince, la tasse fume, et en une gorgée tu passes de zombie. Ah ok, on y va.
Ce rituel quotidien marche parce que la caféine est un stimulant socialement validé, planqué dans café, thé, soda, boissons énergisantes et même certains médicaments. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas juste une boisson, c'est le début de la journée. Dès qu'elle entre dans ta circulation sanguine, elle file vers ton cerveau et bloque les récepteurs de l'anédosine, le messager. Je vais pas évidemment vous faire toute la vidéo, ça dure 17 minutes, on a mieux à faire, mais c'est du contenu un peu poubelle, du type, comme à l'époque, vous vous souvenez, Lama Fâché, je sais même pas si cette chaîne existe toujours, le Lama Fâché, mais c'est du contenu qui est juste là pour, choper l'attention des gens, faire du watch time et donc faire des vues et ça cartonne. Celle-là, il y a 2 mois, en français, 355 000 vues et je vous avoue que même moi, je l'ai regardée jusqu'au bout et en fait, quand en écoutant cette vidéo, je me suis rendu compte du process qu'il utilisait. Je pense qu'il a juste, alors lui, je sais pas trop parce qu'il a quand même copié cette chaîne-là américaine, mais en réalité, ce qu'il a dû faire, c'est juste, de f créer un chat dans ChatGPT, dire, «OK, explique-moi les effets de la première drogue, c'est laquelle? Caféine, explique-moi les effets de la caféine». OK, ChatGPT fait une réponse et donc là, ce qu'il a dû faire, c'est copier la réponse de ChatGPT, la coller dans un document, puis ensuite, il a dû dire à ChatGPT: «OK, maintenant fais pareil pour la nicotine». Copier-coller. «OK, maintenant fais pareil pour l'alcool». Copier-coller. «OK, maintenant fais pareil pour le cannabis». Copier-coller. Puis la cocaïne, LSD, MDMA, machin. Parce qu'en fait, je pense le script de cette vidéo ressemble vraiment à une série de réponses ChatGPT copier-coller. Et c'est con, hein, c'est vraiment con, mais ça hook parce que dès le début, il attaque, sans transition. Il y a pas d'introduction pompeuse qui dure, 2 minutes. C'est direct, on entre, la caféine, on donne du détail croustillant et ça cartonne, quoi. Ça te hook ton attention et en fait, le mec s'en fout que ça sonne ChatGPT. Je crois qu'il y a quelqu'un même dans les commentaires, voilà: «Merci ChatGPT». J'ai l'impression d'entendre parler ChatGPT, voilà. Cette vidéo-là, c'est vraiment la preuve que des trucs cons, ça peut marcher. Et ça, par contre, c'est pas évidemment quelque chose que je vous recommande de faire. C'est pas du contenu qui va vous servir sur le long terme. C'est pas parce que ça fait des vues là maintenant, que enfin, tu vois, le mec qui a fait cette chaîne-là, déjà il pompe un américain. Peut-être que l'américain j'imagine, hein, utilise aussi ChatGPT. Il y a quand même un petit effort de montage derrière, on le voit. Mais franchement, c'est très clair pour moi comment tu fais ce genre de vidéo. ChatGPT, 12 questions ou 10 questions-réponses, copier-coller. Tu mets ça dans un outil qui s'appelle Eleven Labs, The Most Realistic Voice AI Platform. Donc ça permet de faire des voix générées par IA. Donc tu obtiens la version audio et puis après, soit je sais pas si tu peux utiliser l'IA aujourd'hui pour faire du montage vidéo, je pense que non. Le montage vidéo, il y a des outils d'IA qui permettent d'améliorer les montages, mais je pense que ça fait partie des derniers domaines où ça reste très difficile de concurrencer un humain. De par la complexité quand même, il y a énormément de paramètres à gérer dans un montage vidéo. Donc ce que tu peux faire, je pense que fait cette personne, si c'est pas elle-même qui fait le montage, tu prends, un prestataire, pas cher sur Fiverr, basé à Madagascar, 3 € de l'heure en français ou aux Philippines, 3 de l'heure en anglais. Et puis voilà et c'est hyper simple et ça fait des vidéos qui cartonnent. Après encore une fois, retenez cette notion de marque personnelle parce qu'ici il y en a pas. Ça c'est juste du contenu, c'est une ferme IA, qui est juste là pour traire l'attention. Ça marche, mais qu'est-ce qui reste derrière? Tu vois, une fois que ces 355 000 personnes ont regardé la vidéo, que reste-t-il? Bah, rien. Peut-être qu'ils ont trouvé la vidéo cool, ils ont dit: «Oh ouais, ça les a divertis un moment», mais il y a pas de relation qui a été créée. Donc bon, vous en avez plein des chaînes comme ça, hein. J'ai trouvé celle-là, j'en ai trouvé d'autres en anglais, je crois qu'elles se copient toutes, hein. Il y a des trucs comme ça quand tu trouves, tu tombes dans des trous de lapin sur YouTube, tu découvres des formats bizarres, des espèces de niches. Ça, c'en est une, je suis un peu tombé là-dedans, il y a quelques semaines et c'est que du IA, hein. Regarde là ce genre de visuel sur l'aperçu ici, ça c'est vraiment, typique de l'IA, ça se voit que c'est fait par IA. Donc voilà, ça c'est un genre de ferme de contenu. Il y a d'autres styles. Par exemple, celui-là, Boring History. On va regarder une petite vidéo. Ça, c'est un autre style encore. Ce sont des vidéos sur une niche, l'histoire. La chaîne a 92 000 abonnés. La vidéo la plus populaire a 657 000 vues. On va regarder celle-là et c'est des vidéos extrêmement longues, hein. C'est aussi quelque chose, à noter avec l'IA, c'est que quand tu fais du contenu 100 généré par IA, il n'y a pas forcément beaucoup plus, d'efforts à fournir si tu veux faire un contenu très long. Parce que tout le script est généré par IA de toute façon. Alors entre, faire une vidéo qui dure 20 minutes et faire un script de 4 heures comme ici, c'est juste, tes prompts en fait qui changent, tu as juste à changer la durée que tu veux. Je sais pas pourquoi il fait aussi long, ça me paraît quand même un peu bizarre. On va regarder celle-là. Hey there. Tonight, we're going far back
not to palaces or marble temples, but to a time of gods, monsters, and mortals who wandered through a world shaped by fate and fire. You'll drift through the entire arc of Greek mythology, from the first breath of chaos to the rise of Olympus. Ok, donc vous voyez un peu le style. Là, on est sur un format différent. En fait, aujourd'hui, ce qui est très difficile encore de produire avec l'IA, c'est la vidéo. C'est possible. L'IA avec VEO3, Sora de OpenAI, ça permet de faire des vidéos d'excellente qualité, mais le problème, c'est la durée. On ne peut pas faire des vidéos de plusieurs heures comme ça, 100% générées par IA, ça coûterait extrêmement cher, ce serait extrêmement complexe dans la pratique à mettre en place. Par contre, ce qu'on remarque ici, c'est que c'est un format beaucoup plus lent. C'est juste des images, une succession d'images générées par IA avec des petits effets pour donner un style, pour pas que ce soit fixe. Il y a un petit zoom lent sur l'image, il y a un petit effet de texture rajouté derrière au montage. Donc ça, c'est un format qui est très exploité dans le contenu IA. C'est des successions d'images, en fait, tout simplement. Et tout le contenu est dans l'audio. Et alors l'audio, bah, c'est exactement pareil. C'est du Claude peut-être, ou enfin, ChatGPT. J'ai tendance à trouver que ChatGPT, il y a quand même une signature, quoi. Quand tu prends un texte de ChatGPT, ça sonne ChatGPT. Même quand tu lui demandes fais un style qui sonne pas comme l'IA, ou le style de telle personne ou telle personne, essayer de faire quelque chose de différent. Moi, j'ai toujours l'impression que ChatGPT produit des textes qui sonnent mécaniques. Alors que Claude, par exemple, qui est l'outil que j'utilise le plus pour travailler personnellement, Claude a tendance à faire des textes qui sonnent beaucoup plus naturels et humains. Donc probablement qu'ici, le texte, c'est Claude. La voix, c'est encore une fois très probablement Eleven Labs. Et ensuite, bah, c'est des images générées par IA. Il doit avoir son prompt pour avoir un style cohérent. Bon, c'est quand même du travail. Là, je vais pas dire que c'est autant de la merde que ce genre de chaîne YouTube. Ça, il y a vraiment aucune valeur là-dedans. C'est juste, encore une fois, milquer l'attention des gens. Là, il y a peut-être plus d'intention derrière. Il y a peut-être le mec peut-être est passionné, je sais pas. Mais voilà, ça, c'est un autre exemple de contenu généré par IA. Et là, on se rapproche peut-être un petit peu plus d'une marque. Pas une marque personnelle, certes. Ça va être une marque impersonnelle, Boring History. S'il y a une continuité, s'il y a des gens qui apprécient ce format, s'il y a, disons, une constance dans la qualité, tu peux créer un média sur cette niche de l'histoire, par exemple, et ça peut avoir de la valeur. Alors, celui-là, les amis, celui-là, c'est vraiment celui qui m'a le plus bluffé. Before It's Too Late. J'ai vu ça passer dans un groupe Telegram complètement par hasard cette semaine. J'ai été bluffé et c'est le moins éthique de tous, celui-là, pour moi. Je vais vous montrer. Donc, les vidéos, c'est des personnes âgées qui vont partager leur histoire, leurs leçons de vie, leurs regrets, des leçons de sagesse. Par exemple, ici, j'ai 73 ans, il m'a fallu 52 ans pour apprendre ça. Donc c'est des titres bien putaclic évidemment, pour créer la curiosité. Partage d'expérience, storytelling avec la bonne miniature putaclic. J'ai gâché 52 ans. Et c'est un peu voilà, ce genre de format tout au long de la chaîne, c'est des seniors qui témoignent. On va aller voir par exemple celle-là. Ok. Je vais vous la remettre depuis le début. I'm 73 years old, and I'm about to tell you something that might upset you. Everything you think you know about getting older is completely wrong. And the worst part? The people who should be telling you this, your parents, your teachers, society, they're either lying to you or they don't know themselves. You see, I spent the first 50 years of my life believing the same lies you probably believe right now. I thought I had it all figured out. I had the career, the house, the respect of my peers. But at 52, something happened that shattered everything I thought I knew. And what I Donc, vous avez vu au départ le grand-père parler. Est-ce que il vous semble réaliste, honnêtement? Bon, vous savez, hein, si on est là, vous savez que c'est une IA, mais soyez honnête. Est-ce qu'il vous semble réaliste, franchement? Je vais retourner vite fait lire le chat. Et quand je vous disais juste avant que c'était compliqué de faire des vidéos longues générées par IA, vous voyez que ce problème-là, on le voit bien. Il a fait l'intro avec la personne pour créer un lien de confiance dès le départ, faire croire que c'est une vraie personne. Et puis après, c'est que des photos générées par IA qui s'enchaînent. Alors, elles sont très cohérentes, hein, c'est toujours la même personne. Il montre des photos de son passé. Là, c'est censé, ça, c'est vraiment diablement bien fait.
Là, c'est censé être une photo de lui. Regardez, en 1982, il a acheté une nouvelle voiture. Franchement, là, il y a vraiment un travail sur la cohérence narrative, mais tout est fait pour que tu crois que c'est une vraie personne avec une vraie histoire, alors que c'est de l'IA. Regardez, là, c'est quand il a trouvé son travail, je sais pas si c'est lui là, mais c'est encore du ça c'est du, je sais pas si c'est OpenAI ou Google, c'est un des 2. Voilà encore, là, il raconte sa vie, il montre des photos tout du long, là, c'est lui peut-être avec, son petit enfant, avec la date. C'est vraiment bien fait et à la fin, le papy revient, voilà et il fait l'appel à l'action. Il dit, «Activez la cloche, laissez un commentaire». Ah, ça me fait marrer. Tiens, ah, ça me fait marrer ça. Je vais vite fait lire vos commentaires pour voir un peu ce que vous en pensez. Les textures et mouvements sont bluffants. Donc ouais, vous êtes d'accord pour dire que la qualité est franchement impressionnante. Toujours les audios, à mon avis, c'est fait avec, Eleven Labs. Ça, c'est vraiment la plateforme de base pour ça. Et puis après, ils doivent utiliser quelque chose comme HeyGen. Ça, c'est pour faire des avatars IA, donc pour, faire une personne qui est cohérente, avec une synchronisation des lèvres et de l'audio. Il y a ça aussi, cet enjeu-là. Là, je vous montre ça, non pas pour vous dire: «Faites ça», mais pour vous montrer que ça existe, hein. C'est ça mon intention, ne vous méprenez pas. Donc on en était à celui-là. Et ce que je trouve quand même pas très éthique dans cette vidéo-là, c'est qu'à aucun moment il va dire que c'est de l'IA, à part ici dans la description, vous voyez 3,7 millions de vues il y a un mois. Et si on déroule tout en bas de la description, disclaimer, attention, disclaimer, ce contenu est pour des fins éducationnelles et inspirationnelles seulement. Les histoires partagées sont fiction. C'est de la fiction. C'est généré par IA, ce n'est pas une vraie personne. Mais si on lit les commentaires, on va lire les commentaires, on va se régaler. Tout le monde se fait avoir. On a des commentaires émotionnels qui partagent leurs histoires, qui remercient. Un message comme ça. Ah non, lui, il a compris. Un message comme ça devrait être présenté par une personne. Mais franchement, la plupart des gens se font avoir. Je me suis rendu compte de ça quand j'avais 29 ans. Maintenant, j'ai 46 ans. J'ai quitté mon job d'ingénieur pour devenir un musicien pro. Maintenant, il raconte sa vie, tu vois. J'ai 50 ans, blablabla. Les gens racontent leur vie. Ils remercient pour l'histoire. Le grand-père est le GOAT, c'est le meilleur. Il partage son expérience pour nous sauver. Et les gens se font avoir, hein. Il y en a qui voient quand même This is AI. J'ai 93 ans et j'espère que j'aurai entendu ça à 70 ans. Bref, juste pour vous montrer que les gens se font piéger. Alors peut-être que c'est plus des anciennes générations, peut-être les boomers qui voient ça et ils connaissent pas l'IA, eux. Je pense qu'ils sont beaucoup plus faciles à influencer. Peut-être que des jeunes, la Gen Z, ils voient ça et ils se doutent que c'est de l'IA. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer, mais on peut quand même se rendre compte que c'est trop parfait. Il y a un côté lisse, un contenu humain, il y a quand même les imperfections humaines qui font partie de contenu humain. Tu peux pas faire en sorte que ce soit tout le temps lisse et parfait, qui trahissent, le fait que c'est un humain. Et là, la perfection trahit que c'est une IA. Mais c'est quand même vachement impressionnant et je me dis dans 1 ou 2 itérations des outils de génération de vidéos comme ça, où est-ce qu'on en sera? Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose où même, quelqu'un qui a l'habitude de regarder des vidéos avec l'IA, ne pourra plus faire la différence? Ou est-ce que pour vraiment, duper tout le monde ou réussir à duper 99,9 des gens, ça demanderait une complexité beaucoup trop élevée? Que les modèles, peut-être, hein, peut-être qu'on arriverait à 90 de fidélité, 95 de fidélité, mais pour atteindre les 98-99 nécessaires pour vraiment que ce soit impossible à remarquer, peut-être que, c'est plus difficile, qu'il y a beaucoup de complexité. Je sais pas, hein, je suis pas un ingénieur, en IA, loin de là. Je ne suis qu'un humble ingénieur prompt, hein. Prompt engineering. J'ai un diplôme, bac+8. Alors, on va passer à la suivante. Celle-ci, elle est en français. Ça, je trouve que ça, c'est un bon business. J'ai pas analysé en profondeur. Ça s'appelle le Samouraï IA, IA et stratégie. C'est une chaîne sur l'IA, de vidéos IA. Donc c'est de l'actualité IA, ça fonctionne plutôt bien. On voit qu'on a quasiment 50 000 abonnés, 7 000 vues, 16 000 vues, 6 000 vues, 3,5 000 vues.
J'avais regardé quelques vidéos, voilà, je trouvais ça intéressant et ça, je trouve ça, alors, en fait, pour moi, dans ce qui me gêne ici, c'est que, même si le mec dit disclaimer dans la description, il sait bien que personne ne va aller fouiller jusqu'en bas de la description, peut-être 1 des gens seulement et ça l'arrange bien que personne ne soit au courant, que, de laisser croire que, c'est une vraie personne et il fait tout pour qu'on croie que c'est une vraie personne. Pour moi, c'est ça le problème du contenu généré par IA, c'est quand il y a ça repose sur un mensonge, comme c'est le cas ici. Si vraiment, il était honnête, il aurait mis dès les premières secondes un texte disant, «Disclaimer, ceci est une IA» et là, tout le monde serait au courant. Sauf qu'il y aurait peut-être pas autant de commentaires émotionnels, donc forcément, peut-être que ça marcherait moins bien. Voilà, donc c'est pour ça que je disais celle-là, c'est la moins éthique de toutes selon moi, parce qu'elles essaient de te mettre une douille, quoi, elles essaient de te duper, à te prendre pour un con et les gens n'aiment pas être pris pour des cons. Alors que, par exemple, celle-ci, le samouraï IA, il te prend pas pour un con. À aucun moment, il ne prétend qu'il est humain. C'est juste des vidéos, il montre pas sa tête, la voix, pareil, ça doit être Eleven Labs. On va regarder vite fait, à quoi ça ressemble. Le CES, c'est normalement le salon des gadgets, des télés qui s'enroulent, des robots chiens, des réfrigérateurs connectés, le genre d'endroit où on va pour s'émerveiller devant des prototypes qu'on ne verra jamais dans nos maisons. Cette année, quelque chose de fondamentalement différent est en train de se produire. CES 2026 est en train de devenir le moment où l'industrie de l'IA arrête de parler de puces. Quelque chose d'intéressant chez lui, c'est qu'il utilise des B-rolls générés par IA. Ce que vous voyez là, regardez bien, hein, ça se voit que c'est de l'IA. Il y a beaucoup trop de petits détails bizarres, si on le lit, je pense qu'il y aura des petits glitches. Mais ça, on repère à l'œil que c'est de l'IA. Je ne sais pas quel outil il utilise pour ça, mais il utilise aussi donc de l'IA pour créer des B-rolls pour illustrer ses vidéos. Et là, franchement, moi je dis, bah, c'est une bonne chaîne, hein. Là, c'est un bon projet. Il utilise le levier de l'IA pour parler de l'IA, pour créer un média. Toi, ce qu'il crée, c'est un média. C'est pas un personal brand, une marque personnelle. Il y a des gens probablement qui y trouvent de la valeur et on s'en fout dans le fond que ce soit généré par IA tant que l'information est valide, tant que, ça permet de se tenir informé des nouveautés. C'est ça la valeur qu'il apporte et il délivre. Il y a pas de mensonge où, j'essaie de te faire croire que je suis un humain pour, gagner ta confiance et te faire, ressentir des émotions sur mon storytelling. Là, il y a pas de ça. C'est du contenu technique. Voilà. On va passer au suivant. Alors là, Mindful Kids, 355 000 abonnés. Ça, c'est des histoires pour les enfants. Donc c'est une autre manière de faire. Je vais pas m'éterniser sur celui-là, mais vous voyez que ça fait quand même beaucoup de vues. Là, on a quasiment 1 million de vues, 140 000 vues, 55 000 vues, 145 000 vues, 350 000 vues. On va par exemple cliquer sur celle-là. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des vidéos qui durent plusieurs heures et là, il y en a une qui dure 4 minutes. Mais bon, fondamentalement, c'est juste, un petit peu comme celle sur l'histoire que je vous avais montrée avant, des images générées par IA qui s'enchaînent avec, une voix off. Once upon a time, in a world much like our own, there lived a young boy named Alex. Alex was a bright and curious child. Donc là, c'est assez évident. Ce qu'on a, c'est, des scripts générés par Claude, plus Eleven Labs, plus, des images générées par IA qui zooment et qui s'enchaînent. Ça, c'est vraiment la chaîne YouTube Faceless de base, générée par IA. C'est ça. Script Claude, voix Eleven Labs et images IA, qui s'enchaînent. Ça demande quand même du travail. Ça demande une cohérence, ça demande une réflexion stratégique. Là, ici, l'IA est utilisée comme levier. Encore une fois, c'est un projet qui est tout à fait, respectable, je trouve, qui utilise l'IA intelligemment. Ça fonctionne, on voit qu'il y a beaucoup d'audience et probablement qu'il y a plein d'enfants qui écoutent ces histoires, générées par IA avant d'aller se coucher et peut-être que ça les fait rêver, j'en sais rien. En fait, c'est vraiment le truc de on s'en fout que le produit ait été créé par une IA ou par un humain ou par les 2, parce que souvent c'est les 2. C'est pas binaire, contenu IA ou contenu humain. Souvent c'est hybride, c'est un spectre en réalité. C'est de l'intention humaine avec de l'IA pour, faire du levier. Probablement que le script généré par IA a été relu par un humain pour vérifier que c'est bien, qu'il n'y ait pas des aberrations qui ont été dites. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il est possible de faire. Encore une fois, là, cette chaîne Mindful Kids, c'est pas une marque personnelle, c'est une marque impersonnelle, c'est un média, c'est une chaîne YouTube pour enfants, là, en l'occurrence.
Encore une un peu dans ce style, Stoic Journal. Bon, j'en ai trouvé pas mal des comme ça. C'est vraiment le format le plus courant, donc le format avec des images qui s'enchaînent. Donc là, c'est stoïcisme. Ce qui est assez, assez révélateur, c'est quand vous voyez une chaîne comme ça où, si la photo de la chaîne est générée par IA, comme c'est le cas ici, on voit bien que ça, c'est de l'IA et les miniatures, là, on voit bien que c'est de l'IA. C'est un indice qui tend à nous confirmer que, c'est du contenu, avec beaucoup d'IA dedans. Par exemple, celle-là, elle aussi, elle dure longtemps, hein. Je ne sais pas pourquoi ils font des vidéos aussi longues, quasiment 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure 40, 52 minutes. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter dans ces vidéos? Je sais pas. On va pas aller se taper 2 heures, mais regardons juste un peu à quoi ça ressemble. How many times have you let anger tear you apart from the inside? How often have you felt frustration burn through your peace, leaving you with a knot in your stomach and a mind that won't stop racing? Here's the truth. Là, ce qu'il fait, c'est que il fait des vidéos générées par IA. Je sais pas s'il les fait toutes du long, pendant 2 heures, c'est peut-être quand même, ouais. Par exemple, si je me mets là. Non, là, c'est de l'image. En fait, c'est toujours comme ça, ils vont mettre le paquet sur l'introduction avec, le contenu le plus, coûteux, donc du contenu vidéo généré par IA et après ça va être juste de l'image avec des petits effets de montage. Donc là, c'est une image fixe avec, un zoom et une petite texture rajoutée derrière au montage. Mais l'image ne bouge pas, là, c'est fixe. Alors qu'au début, il a mis des vidéos. Donc en fait, il a donné une image à l'IA. Souvent, c'est comme ça qu'ils font. C'est que d'abord, ils génèrent une image et ensuite, ils vont demander une vidéo qui anime cette image. Donc il va garder un style cohérent avec l'image qu'ils lui ont donnée. C'est en 2 étapes. Ils vont pas directement prompter, «Fais-moi une vidéo à partir de zéro». Ils vont créer l'image et ensuite créer la vidéo en donnant l'image comme référence pour qu'ils l'animent et ils la mettent en mouvement. Là, c'est ce qu'il fait pour les premières minutes, parce qu'effectivement, dans les premières minutes, c'est là que tout se joue en termes de capture d'attention, donc il va mettre ses meilleurs actifs au début. Parce qu'il peut pas se permettre là, en termes de coûts, de tout mettre, de faire qu'une vidéo, avec que des vidéos générées par IA. C'est quand même vachement bien fait. D'un côté, je me dis: «C'est vachement bien fait», de l'autre côté, je me dis: «Ça pue l'IA». Je veux dire, c'est tellement évident que c'est IA et forcément quand tu vois ça, dans ton esprit, tu colles une étiquette contenu IA et je sais pas pour vous, mais pour moi, ça fait un peu cheap. Ça fait un peu, bas de gamme, low cost. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, c'est vraiment cramé quoi, que c'est de l'IA et donc contenu IA, j'ai l'impression qu'inconsciemment, on a tendance à associer ça à mauvaise qualité. Alors que pas forcément. Pas forcément, peut-être que la vidéo est très bien. Je m'abstiendrai de juger, sans l'avoir vue. Mais là, voilà, c'est une chaîne sur le stoïcisme, OK, super. Il utilise l'IA. Ensuite, alors voilà, là, c'est les frérots qui parce que on a plein de youtubeurs évidemment qui nous expliquent comment faire ça. La nouvelle manière de créer des avatars, réalistes avec l'IA. On a le frérot Dan ici qui nous explique, comment faire des vidéos IA en 2026. Je sais pas si c'est cloné avec l'IA. Et puis on a le frérot Tao Prompt ici, voilà, qui nous explique aussi, de A à Z de comment faire des vidéos IA. Il faut se dire qu'il y a des industries qui se structurent dans l'ombre pour créer ce genre de ferme, de contenu IA. Parce que, les chaînes que je vous ai montrées précédemment, je suis sûr qu'il y en a qui gagnent bien, hein. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui font du 5 000, 10 000, peut-être même plus certaines, rien qu'avec la monétisation. Parce que, YouTube ne démonétise pas une vidéo si elle est faite avec l'IA. Encore une fois, l'IA, c'est un outil. C'est pas parce que le contenu est fait avec IA que c'est du contenu de mauvaise qualité. Ce que les réseaux cherchent à limiter, c'est pas le contenu où l'IA est utilisée dedans, c'est le contenu, ce qu'on appelle du AI slop, c'est-à-dire du contenu de très mauvaise qualité, du contenu poubelle, quoi, généré en un prompt avec l'IA, juste pour choper l'attention. Mais quand l'IA est utilisée pour créer un vrai produit cohérent, ça peut être monétisé, il y a pas de souci. Et sur TikTok aussi, là, je vous montre YouTube, mais évidemment, vous vous doutez bien que c'est encore plus le cas sur le format court où c'est encore plus facile à produire. Là, il doit y avoir des dingueries. Je m'abstiendrai de commenter parce que moi, je suis pas du tout sur ces plateformes-là. Pour préserver ma santé mentale, j'ai désinstallé Instagram, depuis belle lurette déjà, plusieurs années. TikTok, je ne veux pas cette application démoniaque dans ma vie.
Donc je regarde pas, hein, le format vertical, mais j'imagine qu'il y a énormément de contenu comme ça. Une dernière, c'est pour apprendre l'anglais. Là, c'est des podcasts. Juste, allez vous montrer vite fait. Là, c'est intéressant parce que ça cartonne. Il y a quasiment 1 million d'abonnés. Regardons la plus populaire, 3,7 millions de vues, 1,7 million de vues, 1,2 million de vues. Et par exemple, celle-là, en fait, c'est juste un podcast entre 2 personnes qui parlent. Et ça, je pense que c'est fait avec Google Notebook LM, qui propose ce genre de fonctionnalité où il y a 2 personnes qui parlent du contenu que tu donnes à l'IA. C'est assez insolite. Mais là, par exemple, il y a quand même une petite intro, tu vois, pour donner un branding. C'est un vrai projet, là, pour le coup, hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a quasiment 1 million d'abonnés. C'est pas juste du contenu poubelle. Là, même si c'est l'IA qui fait le contenu, c'est un bon produit. Ce qu'il publie sur cette chaîne, que les gens aiment et que les gens y trouvent de la valeur. Mais en gros, c'est très simple. C'est juste une image générée par IA avec 2 IA qui parlent, avec les sous-titres. He is older. He is Une petite forme d'onde. Celui-là, il s'est même pas embêté à rajouter des visuels qui bougent, hein. Là, c'est du pur podcast. Et voilà, comment apprendre l'anglais. Là, c'est une chaîne de niche sur l'apprentissage de l'anglais, une niche avec énormément de potentiel. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais revenir sur le chat. Je vais arrêter le partage d'écran. Et voilà, je voudrais un petit peu savoir déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je lis vos messages et je mange la banane. Est-ce que c'est illégal de ne pas préciser? C'est vrai que YouTube, aujourd'hui, quand tu uploads une vidéo, il te demande: «Est-ce qu'il y a de l'IA ou pas?» S'il y a de l'IA, c'est pas grave. En fait, c'est pas parce que tu dis: «Oui, il y a de l'IA» que tu vas être démonétisé, loin de là. C'est juste, YouTube veut savoir, parce que c'est la question de la transparence. YouTube veut pas que, enfin, parce qu'après avec les deepfakes, ça va devenir n'importe quoi. Ils veulent pouvoir étiqueter efficacement le contenu généré par IA. Flow, c'est assez binaire de mon point de vue. Autant il y a beaucoup de merde inutile et à contrario, des choses qui apportent réellement une valeur et une utilité. Les comptines pour gosses, par exemple. Ouais, c'est vraiment cette dichotomie entre AI slop. Il y a pas vraiment de traduction français de ce terme anglophone, AI slop, heu, c'est-à-dire le contenu poubelle et du contenu généré par IA, mais de qualité, avec une vraie réflexion derrière et on sent qu'il y a de l'intention humaine. Parce que ce qui distingue l'IA de l'humain, c'est que l'IA, elle a pas d'intention propre. L'IA, c'est un outil. L'IA, c'est un amplificateur. Si tu as une idée, l'IA va te permettre d'exécuter cette idée, de lui donner forme et bon nombre de contenus qu'on a vus là, il y a d'excellentes idées et probablement que, bah, tu as un superviseur humain que nous on voit pas, mais qui valide, qui utilise son jugement pour dire: «Tiens, cette vidéo, elle est qualitative, je la publie». Donc pour moi, ce type de contenu, il y a vraiment aucun souci, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, de plus en plus, avec les IA, on va voir, émerger des nouveaux créateurs qui ont une créativité incroyable, qui arrivent à utiliser l'IA pour sublimer leur créativité et produire des formats qui n'existaient pas avant et je pense que l'IA, il va y avoir des côtés obscurs, mais il va aussi y avoir un côté, positif où ça va permettre de débloquer une créativité, dans la création de contenu absolument phénoménale. Pour apprendre quelque chose, que ce soit une langue ou autre, j'avoue préférer voir une vidéo où c'est un vrai humain qui parle. Si c'est un avatar IA, je vais zapper direct. La question c'est, te rends-tu toujours compte si c'est un humain ou une IA? Des fois, moi je vous avoue que j'ai un petit doute. Ce qui va très probablement se passer à mon avis, c'est qu'au bout d'un moment, comme on l'a déjà vu là, dans une des vidéos où c'était, un avatar IA, la différence est tellement difficile à remarquer qu'on va juste abandonner. Notre cerveau doit dépenser de plus en plus d'énergie pour faire la différence et comme on consomme beaucoup de contenu, à mon avis, on va prendre le raccourci qui est humain, qui est normal, de juste, s'en foutre et je pense que même si certains, peut-être encore aujourd'hui, ont cette objection morale, je préfère que ce soit une vraie personne, si c'est un avatar synthétique, c'est pas bien. Au bout d'un moment, tu vas être obligé d'être pragmatique et en fait, tu pourras pas dépenser l'énergie mentale d'à chaque fois que tu vois une vidéo. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est une IA? Donc tu mettras tout dans le même panier. Ça, j'en suis quasiment certain.
conspiracy theory, pour moi, là où IA ou pas, c'est pas important. Si le contenu est bon, motivant, intelligent, et cetera, c'est OK. Je te rejoins. Pour moi, là où ça pose problème, c'est si on se fout de la gueule des gens. Heu, comme, pour moi, la vidéo là, Before It's Too Late avec les seniors, on se fout un peu de la gueule des gens quand même. Tu vois dans les commentaires que tout le monde se fait avoir. Si je vous dis là, demain, je vais me créer un notebook LM, c'est-à-dire, c'est une IA de Google où tu peux mettre toutes tes vidéos YouTube. Donc je mets toutes les vidéos de ma chaîne Business Minimalist dans un notebook LM et je fais une automatisation qui me permet de reposter, des petits conseils, des petites idées que j'ai déjà dit dans mes vidéos, dans des posts 100 générés par IA que je mets sur LinkedIn, sur Telegram. Est-ce que vous, ça vous dérangerait? Je suis vraiment très curieux de savoir. C'est 100 généré par IA, je vous le cache pas, hein, je ne vais pas essayer de vous dire, «Non, c'est moi qui l'ai écrit». Non, juste je le publie, voilà et c'est issu, c'est du contenu IA, mais qui est basé sur mes contenus à moi. Est-ce que pour vous, c'est gênant? Qu'est-ce que vous en penseriez? Personnellement, je m'en fous, en fait. Tant que c'est honnête, tant qu'on n'essaie pas de me la mettre à l'envers, à essayer de me faire croire quelque chose qui est faux, moi je trouve que c'est OK, en fait. Si le post a de la valeur, si le conseil donné dedans est bon, il y a une technique qui peut t'aider dans ton business, que ça t'inspire, c'est basé sur quelque chose en plus que j'ai dit, mais même ça, finalement, je ne sais même pas si c'est important. Tant que fondamentalement l'idée est bonne. Tu vois ce que je veux dire? En soi, ça débouche de ton travail, donc je sais pas, je suis mitigé. En fait, dans ce cas-là, ce serait pas l'idée de me remplacer par une IA, mais ce serait l'idée de pour augmenter mon reach, par exemple, pour faire des formats que je ne pourrais pas faire dans tous les cas. Par exemple, aujourd'hui, je publie pas sur LinkedIn. J'ai pas le temps, j'ai pas le focus. Je pourrais le faire, mais ce serait évidemment automatisé avec l'IA. Je ne là, je n'ai absolument pas le focus pour demain commencer à écrire moi-même des posts LinkedIn. Je ne le ferai pas. Donc, est-ce que vous préférez rien du tout ou est-ce que vous préférez des posts faits par IA, qui sont digestes, qui sont agréables à lire avec du conseil? Moi, je pense vraiment que enfin, le post IA, c'est mieux que rien, quoi. Le fond et la forme, le plus important est ton contenu. Ouais, moi, mon avis là-dessus, c'est que le fond prime sur la forme. C'est un des principes essentiels de ma chaîne Business Minimalist. Le fond prime sur la forme. On s'en fout un peu finalement de comment est-ce que tu structures ces phrases? Est-ce que c'est bien toi qui les as écrites? En vrai, ce qui compte, c'est l'idée. Est-ce que toi, en tant que créateur humain, avec ton jugement, tu as validé cette idée ou pas? Est-ce que tu considères que ce que l'IA te propose, c'est suffisamment bon pour être publié sous ton nom, sous ta marque? Si tu trouves que oui et que tu le publies, pour moi, il y a pas de souci. Après, si après demain tu te mets à publier du contenu de merde, générique ChatGPT, qui donne des conseils bateaux, qui n'aident personne, bah, là, c'est se tirer une balle dans le pied. Moi, jamais je tolérerais ça. Ce serait, c'est parce que ce serait abîmer ma marque de faire ça. Ça marcherait moins, car c'est pas que le message qui est important, c'est la manière dont c'est transmis et par la personne qu'on apprécie, toi, Emilio. Effectivement, on va en parler juste maintenant d'ailleurs, de la différence entre une marque impersonnelle, un média, et une marque personnelle, un gourou. Quand je dis gourou, c'est pas forcément négatif, c'est un gourou sur internet quoi, un créateur, qui fait du contenu, des fois un peu émotionnel où tu partages ta personnalité, tu montres un peu ta vie. Marque personnelle, le gourou ou marque impersonnelle, le média. Vous voyez la chaîne avec les seniors, Before It's Too Late. On essaie de créer une relation émotionnelle à partir de quelque chose généré par une IA. Là, le problème, c'est que aujourd'hui, il semblerait que ça marche. Il y a des gens qui savent dans les commentaires, on le voit, mais la majorité des gens, ils sont dupes. Peut-être plutôt des anciennes générations qui sont pas du tout, habituées à ces technologies. Je pense que, au fur et à mesure, les gens vont de plus en plus se rendre compte qu'on les prend pour des cons et il va y avoir un scepticisme de plus en plus important et je pense que au cours des prochaines années, ce à quoi on va assister, c'est à de plus en plus de demandes pour le concept de preuve d'humanité. C'est-à-dire, je te vois toi là sur un écran, tu es, un tas de pixels, bah, prouve-moi que tu es pas une IA, prouve-moi que tu existes dans la vraie vie. Parce que là, tu me racontes tes histoires, c'est bien beau, qu'est-ce qui me dit que tu es pas généré par IA et que tu te fous de ma gueule? Ça, pouvoir apporter cette preuve d'humanité, c'est ce qui va faire la différence, je pense,
entre du contenu IA froid et impersonnel et du contenu où tu sais que la personne existe et ça aura beaucoup plus de valeur, je pense. Il y a plusieurs manières dont on peut, prouver, on va dire, qu'on est un humain. Ça paraît un peu bizarre, hein, un peu dystopique de dire ça, hein, prouver que je suis un humain. Il y a 2-3 ans en arrière, jamais on aurait eu cette idée. Mais, de plus en plus, ça va s'imposer. Pour moi, je vous le dis clairement, vous voyez là cette année, je mise à fond sur le format long. Je mise sur le live. Là, les chaînes YouTube qu'on a vues, c'est du format court, c'est du format, assez générique, assez simple. Là, le live, j'interagis avec vous. Bon, a priori, vous êtes au courant que je suis pas une IA ou alors je suis une IA vraiment très, très forte, hein. Je suis en avance sur mon temps. Je suis déjà dans le futur. Mais non, je suis un humain et puis aussi à travers ces lives, bah, on crée une espèce de relation parasociale entre moi, le créateur humain, le gourou, si c'est un grand mot gourou, mais voilà, je crée du contenu et vous, l'audience et voilà, vous aimez bien les sujets dont on parle, moi ça me fait plaisir d'être là et après ces formats longs, je vais pouvoir les découper, les, reposter en shorts, en clips peut-être de 5-10 minutes sur YouTube. Mais là, il y a vraiment une connexion, qui va au-delà de ce qu'une IA est capable de faire. Peut-être que dans 3-4 ans, les IA sont capables de duper ça. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Même chose pour les podcasts. Là, je lance mon podcast, hein, j'ai déjà sorti 2 épisodes. Le premier avec, Sofiane, l'expert productivité et le deuxième cette semaine, d'ailleurs, je vous invite vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, avec, mon pote Tony qui est un coach high-ticket et on a eu des super discussions. Là, j'ai encore enregistré plein d'épisodes de podcast avec d'autres entrepreneurs et ça, c'est pareil. Vous voyez 2 personnes réelles qui ont une marque personnelle qui interagissent. L'IA, effectivement, on l'a vu, elle peut produire du format podcast. Ça existe. Notebook LM le fait. Mais c'est du podcast entre 2 randoms, entre 2 personnes qui sont juste des commodités, tu sais même pas si elles existent. Là, il y a pas de preuve d'humanité. Même si ça sonne bien, même si la discussion peut être stimulante, il y a pas cette, dimension de profondeur dans la relation parce que tu connais la personne, tu l'as vu évoluer, tu lui fais confiance peut-être. Si c'est un entrepreneur web, tu as peut-être acheté ses produits, tu es peut-être client chez lui. Donc ça change tout ça. Donc voilà pour le concept de marque personnelle et preuve d'humanité. Après, il y a aussi un autre, concept, c'est construire non pas une marque personnelle, mais une marque impersonnelle, ce que j'appellerais un média. Donc tu fais pas un gourou, tu fais un média. Par exemple, la Boring History qu'on a vu, c'est plus un média créé par IA. Le Samouraï IA, pareil, c'est un média. Il y a pas une personnalité derrière. N'empêche que la chaîne crée une marque, il y a un nom, il y a un logo, et surtout, elle a une audience fidèle. Il y a des gens qui aiment le contenu, qu'il soit généré ou pas par l'IA. Encore une fois, c'est pas le sujet, c'est vraiment le faux sujet ça. Ce qui compte vraiment, c'est la constance dans la qualité du produit que ce média délivre, c'est-à-dire le contenu. Il y a une continuité, c'est toujours les mêmes sujets, ça aide à résoudre un problème précis, les gens y trouvent une valeur claire, c'est consistant d'un épisode à l'autre. Là, tu crées un média et un média, l'avantage d'une marque impersonnelle par rapport à une marque personnelle, c'est que tu peux revendre un média. Si tu crées un média avec l'IA, je pense que c'est une très bonne idée de business pour 2026. Tu peux ensuite potentiellement en faire une véritable, vache à lait, hein. Tu peux le créer, tu peux transformer ton média en machine de distribution, surtout dans une niche où il y aura pas que la monétisation AdSense, il y a la YouTube Money. Tu peux aussi potentiellement, faire de l'affiliation sur des produits dans ta niche, faire des sponsoring, des partenariats et développer des sources de revenus beaucoup plus efficientes que la simple monétisation AdSense. Donc ça, c'est une stratégie très intelligente et encore une fois, ce qui compte, c'est qu'il y ait une intention humaine derrière pour structurer le produit, pas de l'IA. Tu vas pas publier du AI slop, tu vas publier des choses dont tu es fier, que tu aies utilisé l'IA ou pas, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est bon? C'est un paradoxe, me dit Flo, mais l'IA dans le futur va non pas permettre d'effacer l'humain au profit de l'IA, mais permettre aux profils et personnes authentiques de se démarquer. Idem pour les métiers humains. Bah, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, quand on est, solopreneur, formateur, créateur, coach, thérapeute, on doit utiliser l'IA. Vraiment, il faut devenir, ce que j'appelle un solopreneur augmenté. Je pense que c'est encore une fois un faux débat, contenu IA vs contenu humain. Aujourd'hui, si tu crées du contenu 100 bio-humain, c'est-à-dire avec aucune IA dans ton processus créatif, mais tu vas te faire défoncer.
tu vas te faire manger par la concurrence. C'est ça la réalité. L'IA, c'est un outil fantastique aussi pour la créativité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment eu un changement dans l'état d'esprit vis-à-vis de l'IA que j'ai observé depuis la sortie de ChatGPT. Au début, on était un peu tous là, moi y compris, hein, à dire ouais, c'est nul, on dirait un contenu de stagiaire, ça sonne creux, il y a des formulations bizarres, jamais j'utiliserai ça, je continue d'écrire moi-même. Et puis au fur et à mesure que les modèles se sont améliorés, bah, de plus en plus de gens qui ont changé d'avis, hein. Et finalement, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on s'en fout que, par exemple, si tu fais une newsletter, que ce soit toi qui l'aies écrite à la main, c'est toi qui as écrit toutes les phrases, qui as tout tapé au clavier, ou est-ce que c'est une IA? Est-ce que finalement ce qui compte, c'est pas le fond? Pour moi, oui, c'est juste le fond du message qui compte. Parce que toi, en tant que créateur, ce que l'IA t'a donné, tu l'as relu. Tu as très probablement, moi c'est mon cas, hein, corrigé ce que l'IA t'a dit avec. S'il y a des formulations que toi t'aimes pas, que tu as trouvé bizarres, bah, tu vas mettre les tiennes. Moi, je repasse toujours derrière l'IA. Quand je fais une newsletter, d'abord, je, je donne mon process pour faire une newsletter. D'abord, je me vide la tête, je balance un brouillon moche, dégueulasse, et ensuite, donc, je donne ça à l'IA. L'IA me fait une version propre, et ensuite, je repasse derrière le brouillon propre, où il y a peut-être allez, 30-40% que je vais modifier. J'interviens toujours pour l'écriture, mais rien que faire ça, ne pas devoir tout structurer chaque phrase par moi-même, ça me fait économiser peut-être 1 heure par newsletter. Par exemple, celle que j'ai écrite ce matin, ça m'a pris quoi? Peut-être 30 minutes. Alors que d'habitude, des fois avant, ça me prenait 2 à 3 heures pour écrire une newsletter. Et je détestais ça. Je procrastinais tout le temps parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus chiant, le plus pénible, d'avoir une idée, mais de ne pas réussir à l'articuler, de ne pas réussir à faire des belles phrases, des paragraphes cohérents, etc. Donc moi, j'écris de manière dégueulasse, tac, 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 ou alors je dicte en vocal. Et puis Liam met ça en forme et elle fait très bien ça, bien mieux que moi. Donc à quoi bon, moi, je mettrais mon temps là-dedans? C'est mieux que l'IA le fasse. Et puis après, moi, je repasse derrière dans tous les cas. Je parlais de marque personnelle, donc le gourou, vs la marque impersonnelle, le média. En réalité, ce qu'on observe, c'est que souvent, les deux vont se confondre. Tu vas avoir des marques impersonnelles fortes avec un gourou dedans, un gourou, une figure de proue, on va dire, dans le projet. Prenez par exemple une newsletter que j'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez la newsletter de Luc et Alex, Next Big Shit. D'ailleurs, je vais recevoir Luc bientôt dans le podcast. C'est une newsletter, je crois que c'est la plus grosse newsletter francophone business et tech. Je la lis, j'aime bien. Et donc, il y a une marque, Next Big Shit, et puis après, il y a un humain derrière, il y a quand même une dimension humaine avec Luc qui fait des podcasts, etc., avec son associé Alex. Donc là, c'est un mix des deux. Peut-être qu'un jour, il pourrait revendre la marque Next Big Shit. Peut-être que ça perdrait quand même un peu en valeur si lui n'intervient plus dedans. Autre exemple que vous connaissez probablement tous, c'est Légende, le podcast le plus écouté de France. Légende, c'est une marque. Oui, mais c'est quand même très lié à la personnalité de Guillaume Play. Si demain, tu enlèves Guillaume Play, tu mets un autre Gugus à la place, il y a intérêt que ce Gugus soit très bon. Parce que sinon, je pense pas que ça tuerait le média, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la personnalité de Guillaume Play, qui aiment bien sa manière d'interviewer, de poser des questions. Et ça fait aussi la valeur du média. C'est toujours un peu le dilemme. C'est-à-dire qu'une marque personnelle, c'est très difficile à vendre, quasiment impossible. Mais il y a une connexion émotionnelle beaucoup plus forte. Et une marque impersonnelle, un média, c'est difficile de créer une relation de confiance avec les gens. Ça se fait surtout par la constance dans la valeur que tu apportes, dans la rigueur, dans la supériorité de tes analyses. Par exemple, il faut avoir en général, si tu veux faire un média avec l'IA, tu as intérêt d'avoir une compétence humaine solide derrière qui te sert d'avantage concurrentiel. Sinon, c'est difficile. Aujourd'hui, beaucoup de gens, peut-être se disent, «Moi, je vais tout faire avec l'IA, c'est pareil, les décisions à prendre, bah, ça va être l'IA, je vais demander à ChatGPT tout le temps, il va me dire». Si tu fais ça, tu tombes dans ce que j'appelle, le paradoxe du super-héros. Vous avez vu, je pense, dans votre enfance, ce film, Les Indestructibles, un film d'animation fantastique, que moi j'ai dû voir une dizaine de fois étant gamin, j'adorais, avec les super-héros. Le méchant dans ce film, son but, c'est quoi? C'est de créer des super gadgets qui permettent à n'importe quel plouc d'acheter son super gadget, donc ça le rend riche au passage, hein, c'est un bon business, et à la fin, tout le monde sera un super-héros. Parce que
Tout le monde devient un super-héros et donc plus personne ne l'est. Parce qu'on a tous les mêmes outils, on a tous la même, là, en l'occurrence des super pouvoirs, mais avec l'IA, c'est un peu la même chose. Si toi, tu as ChatGPT entre les mains, c'est un super outil, ok, mais si l'ensemble de l'humanité a exactement le même outil que toi, tu n'as aucun avantage compétitif. Ça, c'est une réalité. Et là où tu auras un avantage compétitif, c'est de combiner l'IA à ta connaissance spécifique, ton expertise, à toi. Là, tu peux utiliser l'IA comme un amplificateur. L'IA, c'est un grand amplificateur d'intention. Si tu sais pas ce que tu fais, bah, l'IA va amplifier des idées de merde. Alors que si tu sais exactement ce que tu fais, parce que tu as une expertise depuis peut-être 5-10 ans, moi aujourd'hui j'ai une expertise très profonde dans la création de contenu. Dans l'infoprenariat, j'ai vendu plus de 2 millions d'euros de formation, j'ai fait plus de 200 millions de vues avec mes contenus. Je connais. Aujourd'hui, je sais quand l'IA me propose un résultat, si c'est nul ou si c'est bien. Et donc ça me permet, à partir de mon jugement, d'utiliser l'IA pour produire des résultats de qualité bien supérieure à ce qu'aurait un débutant qui en fait en sait rien. Et donc il va demander à ChatGPT, il va prendre le premier truc que ChatGPT lui donne, sauf que c'est de la merde. Il ne peut pas savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ce qui compte aujourd'hui, à l'ère où on est, dans la création de contenu, dans le business en ligne, peu importe, c'est votre jugement. C'est votre capacité de dire ce résultat-là est pertinent, ce résultat-là, c'est de la merde, et de faire des choix. C'est vraiment ça aujourd'hui. L'IA, c'est un amplificateur de votre bon sens. Aujourd'hui, clairement, votre avantage majeur face à l'IA, c'est la marque personnelle. Si vous voulez faire un média avec l'IA, vous avez intérêt à être bon parce qu'il y a une barrière à l'entrée tellement faible. C'est comme pour le SaaS, les logiciels. Aujourd'hui, si vous voulez faire du vibe coding, c'est-à-dire créer des logiciels vite fait avec l'IA, des petits logiciels, bah, n'importe qui a les mêmes outils que vous. Donc c'est pareil, c'est le même paradoxe du super-héros. C'est que si tout le monde a les mêmes outils, si la barrière à l'entrée est nulle, forcément vous allez galérer, vous allez faire face à une concurrence sauvage. Et la réalité, c'est que l'immense majorité échoue. C'est pas aussi une opportunité aussi prometteuse qu'on vous la vend. Souvent, ceux qui vous disent c'est génial, vous allez devenir riche avec ça, c'est qu'ils ont une formation derrière pour vous introduire au vibe coding. Mais leur intérêt, c'est que vous croyez que c'est là-dedans que vous allez faire énormément d'argent facilement, alors qu'en réalité, il faut toujours du travail. Donc, pour créer une marque personnelle forte, si c'est ce que vous faites aujourd'hui, déjà, la première chose, la première piste de réflexion que je voulais vous partager, contenu long. Faites du contenu long. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens en ont marre du contenu fade, artificiel, et pas que avec l'IA, mais de plus en plus. Par exemple, regardez MrBeast, c'est du contenu qui est optimisé à fond pour les algorithmes, qui est avec des productions, des productions à des coûts faramineux, extrêmement complexes à mettre en place. On a vraiment une complexification de la création de contenu et les gens veulent retourner à la simplicité. On le voit avec l'essor des podcasts. Les podcasts, aujourd'hui, ça cartonne parce que c'est juste des discussions simples entre deux humains qui ont des choses intéressantes à dire. Et nous, en tant qu'humains, on veut se connecter à d'autres humains. On a ce besoin qui est en nous. Et ça, c'est notre avantage face à l'IA, c'est que une IA, à moins qu'elle arrive vraiment à te faire croire qu'elle est humain, mais c'est basé sur un mensonge, elle n'aura jamais cet avantage-là. La confiance, quand tu sais que tu as affaire à un humain. Et c'est pour ça que il faut aller, je pense, en 2026, là où les IA sont encore incapables de montrer qu'elles sont humaines, ou de se faire croire qu'elles sont humaines. Donc le format long, live, podcast, pour moi, c'est les deux formats sur lesquels je mise à fond en 2026. J'ai commencé déjà, vous voyez, tous les dimanches. D'ailleurs, pour ceux qui sont là, qui m'écoutent, sachez que je suis en live tous les dimanches à 11h, heure française. La semaine dernière, j'étais allé analyser vos chaînes YouTube. D'ailleurs, les rediffusions sont toujours sur ma chaîne, si vous voulez voir. Mais c'est quand même plus cool de partager ces moments ensemble. On va faire des choses interactives. Je vais vous montrer des trucs. Je peux vous donner mon avis d'expert sur vos pages de vente, vos vidéos, vos chaînes YouTube, peu importe. On peut faire des concepts assez cool. Donc, tous les dimanches, je suis en live à 11h en française. Et je publie aussi une interview par semaine. Vous avez probablement vu, peut-être pas, mais là, j'ai posté 2 longues interviews sur ma chaîne. Je vais vraiment miser à fond là-dessus. Parce que pour moi, c'est le meilleur move stratégique aujourd'hui. C'est pas de faire des shorts, c'est pas de faire des petites vidéos de 5 minutes, c'est de faire du contenu long pour créer une relation de confiance avec les gens. Pour approfondir la relation,
plutôt que essayer de faire de la viralité, de la viralité stérile, comme la chaîne là qui plagie, le labo de curiosité, qui avec, les drogues là, le truc des drogues. Il y a aucune relation qui est créée. Comme je vous disais, tu fais 500 000 vues, OK, bravo champion, c'est super. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que les gens se souviennent de toi? Est-ce qu'ils te font confiance? Ben non, il y a rien en fait. Et ce qui, par contre, est, le désavantage des formats longs, c'est que ça va pas faire du reach. Mais la solution à ça, elle est toute trouvée. C'est tu fais des clips. Moi, je commence là à bosser avec un clipper. Je vais probablement tester plusieurs prestataires. Si jamais il y a des clippers là parmi vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud dans le sens où si vous savez ce que vous faites. Je bosse avec des gens qui sont pros et qui ont de la compétence. Mais quand tu fais du format long comme ça, bah, tu découpes, tu mets des sous-titres, peut-être pour du format vertical, tu rajoutes 2-3 animations. Tu as pas besoin de fournir un effort supplémentaire pour créer du format court. Tu vas pas refaire du contenu court natif. Tu prends les meilleurs moments et puis ça permet d'augmenter la portée du contenu que tu produis déjà. Donc pour moi, c'est vraiment la stratégie que je vais poncer en 2026 et j'ai hâte de commencer à tester d'ailleurs avec les shorts. J'ai pas commencé, mais je vais bientôt m'y mettre. Et puis après, pour le business, bah, pour moi, c'est soit des formations courtes, soit des workshops. Et puis mon SaaS, toujours Tiny Pages, qu'on continue de développer en coulisses. Je pense que je vous ferai des petites démos de temps en temps pour vous montrer toutes les nouveautés, parce que franchement, on crée un super outil. Moi, je l'utilise pour mon business. Je suis à la fois cofondateur et client, parce que je l'utilise pour vendre des formations, je l'utilise pour envoyer des emails, je l'utilise pour faire mon site. C'est quand même un régal d'utiliser sa propre plateforme. Le build-in public. Build-in public, c'est l'idée de montrer des vrais projets de la vraie vie que vous faites. Aujourd'hui, vous savez que le contenu informationnel, c'est une commodité. Ça sert plus à rien. Aujourd'hui, j'en vois encore des gens qui lancent leur chaîne YouTube de développement personnel. 3 conseils pour être plus productif. Comment surmonter ses croyances limitantes? Je vois ça, je me dis: «Putain, ça aurait peut-être marché en 2015. On est en 2026, il y a 10 ans de retard là». Vraiment, on arrive, 10 ans après la guerre. Aujourd'hui, le contenu informationnel, c'est de la pure commodité. Les gens ne se font plus chier à regarder des vidéos pour avoir des petits conseils. Ils demandent à ChatGPT. Il faut mettre de la personnalité, dans ce genre de contenu. Je dis pas que le contenu, où tu donnes des conseils, des techniques, tu apportes de la valeur, c'est mort, loin de là. Mais ça ne peut fonctionner que si ça repose sur une marque personnelle. Si tu es juste un random qui n'a rien de spécial, les gens ils te voient, ils disent: «Bon, bah, OK, merci, pourquoi je t'écouterais toi, plutôt qu'un des 5000 autres Gugus qui disent exactement la même chose?» Tu as trop de vidéos comme ça sur YouTube et puis maintenant il y a l'IA surtout, donc il faut aller au-delà de ça et la solution, c'est le build-in public. C'est-à-dire, au lieu de dire aux gens, quoi faire, tu leur montres comment tu le fais toi. Tes coachs sportifs, par exemple, au lieu de faire des vidéos, alors, les 5 meilleures marques de protéines, alors voilà pourquoi la créatine est un bon complément, alors les meilleurs exercices pour les pectoraux, bon, là c'est pareil, tu arrives 15 ans après la guerre. Tu vois, ça Thibaut InShape le faisait en 2013 ça. Par contre, si tu montres, je sais pas, comment tu coaches tes clients, tu fais des vidéos d'extraits tu montres exactement comment tu coaches ton client dans ta salle ou alors, tu t'aménages ton home gym et tu montes ce projet. Là, il y a de l'âme dans ce que tu montres. C'est pas juste, un tas de pixels face à une caméra et dans 1 an, on doutera. Est-ce que tu es même pas dégénéré par une IA? Aujourd'hui, on doute pas encore énormément, mais ça viendra. Quand tu montres des vraies choses de la vraie vie, là, ça crée de la preuve d'humanité, encore une fois et ça te rend unique parce que ce que tu montres, il y a que toi qui le fais. Si tu lances, par exemple, une plateforme, SaaS, comme moi je le fais avec Tiny Pages, tu vois, de temps en temps, je fais du build-in public. Je partage l'avancée du projet, je montre un petit peu les coulisses et cetera et là, c'est pareil, je montre des vrais projets de la vraie vie et c'est des projets que les gens surtout peuvent suivre sur la durée. C'est pas juste, je te fais une vidéo où je te dis: «Alors voilà, je fais un projet qui s'appelle Tiny Pages, c'est ça, ça, ça». Ça, une IA peut le faire. Mais ce que ne peut pas faire une IA, ou c'est en tout cas très compliqué, il y a beaucoup plus de complexité, donc plus de barrières pour être concurrencé par une IA, c'est d'embarquer les gens dans le projet sur le long terme. Tiny Pages aujourd'hui, ça fait déjà 1 an et demi, même plus là déjà, qu'on l'a lancé. Je crois pile 1 an et demi d'ailleurs. Et donc voilà, les gens voient que c'est vrai. C'est pas juste, j'essaie de fake le truc. Le build-in public, il y a de l'avenir là-dedans. Donc aujourd'hui, si vous êtes, formateur, coach,
Ne faites pas juste des vidéos conseils. Alors voilà 3 conseils, pour, avoir plus d'énergie, pour, mieux manger, voilà. Ça, on s'en fout. Montrez des choses. Montrez des choses, racontez des histoires aussi, le storytelling. Alors on l'a vu, l'IA maintenant, l'IA peut duper les gens. Mais ouais, non, mais si tu rajoutes par-dessus le storytelling, du building public, du live, du format long, les gens savent que tu es vrai et donc ils te croient. Là, tu montres de la preuve d'humanité. Encore une fois, ça paraît bizarre, hein, ce concept, je me sens bizarre quand je le dis. Tu montres de la preuve d'humanité, mais je pense qu'on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast avec, l'amie Sofiane Hadine. La preuve d'humanité, c'est un concept, qui, je pense, sera, dans l'esprit de tout le monde d'ici 2-3 ans. On est peut-être juste un peu en avance, mais pour moi, ça va dans cette direction-là. Et puis le 3e axe, 1er axe, format long, 2e axe, building public, 3e axe, la connaissance spécifique. Ce que Naval Ravikant appelle la connaissance spécifique, c'est l'ensemble du savoir et des compétences que vous développez en poursuivant votre propre curiosité sincère. Vous allez creuser les sujets qui vous intéressent, vous allez apprendre en suivant vraiment votre curiosité à vous et vous allez développer une connaissance que l'IA n'a pas. Vous allez développer une intuition, vous allez développer un catalogue d'exemples et d'histoires pour illustrer vos propos. Et ça va créer votre identité, ça va créer votre patte. Et moi, je vais vous donner un exemple tout con, mais par exemple, bon, c'est un exemple que j'ai pris souvent, mais je trouve qu'il illustre bien. En 2023, j'en ai eu marre de me casser la tête à essayer de créer des systèmes de productivité alambiqués avec Notion, Zapier, Airtable. Je me perdais dans toute cette complexité et au final, j'étais pas productif, j'étais méta-productif. C'est-à-dire que je passais mes journées à bosser sur des systèmes de productivité au lieu juste d'être productif, de faire le travail. C'était de la procrastination déguisée, évidemment. Et j'en ai eu marre et donc je me suis dit: «OK, et si je développais ma propre, méthode de productivité bêtement simple avec juste un carnet et un stylo?» Je me donne cette contrainte-là. Comme ça, je peux pas me perdre dans des détails, microscopiques, dans des outils gadgets, des fonctionnalités, je sais même pas à quoi ça sert, faut que j'apprenne. Non, juste un carnet, un stylo, tu inventes ton propre système pour être productif avec ça. Et bah, aujourd'hui, ce système, je l'ai toujours, il est là, c'est le Focus Book et ça, c'est quelque chose que j'ai développé de par ma connaissance spécifique. J'ai fait une formation dessus après qui a cartonné. Ça a été, pour un petit produit comme ça, un de mes meilleurs lancements. Ça, une IA n'aurait pas pu le faire. Ça vient de mon expérience. Il y a une origin story derrière la méthode. Je peux te dire comment je l'ai découverte, pourquoi j'en suis arrivé à la mettre au point. Ça, c'est difficile pour l'IA ça, parce qu'il y a pas d'histoire. Elle peut fake l'histoire, mais encore une fois, je pense que tu te fais cramer au bout d'un moment. C'est difficile de maintenir la cohérence sur le long terme. En fait, je sais plus qui disait cette phrase. C'est une citation que je vais peut-être retranscrire de manière un peu foireuse, mais il est plus facile de duper 1000 personnes une fois que de duper une personne 1000 fois. Un truc comme ça. Mais tout ça pour dire que tu peux mentir aux gens et t'en tirer une fois, mais sur la durée, la complexité pour maintenir l'illusion augmente de manière exponentielle. Et ce qui fait que l'IA peut-être, peut réussir à créer des univers narratifs cohérents, mais au bout d'un moment, comme c'est faux, ça va être extrêmement difficile ou alors il faudrait des modèles extrêmement puissants qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on est encore loin d'avoir et d'ailleurs les IA, on le voit, commencent à entrer dans une phase de plateau, hein. On n'est plus sur la croyance exponentielle de GPT-3, GPT-4. On l'a vu avec le GPT-5. Il était pas ouf, hein, comparé au 4. On voyait même pas la différence. Il y a certes des innovations, c'est toujours assez rapide, hein, sur la vidéo. On a eu des nouveautés incroyables cette année avec, Sora et Veo3 pour la génération vidéo. La génération de voix aussi, aujourd'hui, c'est, quasiment impossible de faire la différence. Mais franchement, quand vous êtes vrai, authentique, bah, c'est quand même difficile de fake ça. Je voudrais rajouter une chose, c'est que, comme je l'ai dit, contenu humain, contenu IA, c'est pas binaire. C'est pas, blanc ou noir, c'est un spectre. Je vous donne un exemple très concret. Moi, je publie maintenant un épisode de podcast, par semaine. En tout cas, pour ce premier trimestre 2026, ça fait partie de mes objectifs.
J'utilise à fond l'IA pour le podcast. Je l'utilise à toutes les étapes. Je l'utilise pour le brainstorming avant l'appel avec l'invité pour trouver des questions pertinentes. Je fais du sparring partner créatif. Je l'utilise une fois l'épisode enregistré, je donne le transcript à l'IA et elle me fait le chapitrage avec les timecodes. Imaginez si je devais faire ça moi-même, ça prendrait un temps fou, ça n'a aucun sens, autant le faire avec l'IA. Elle me fait la description pour mettre dans la vidéo YouTube. Je pourrais l'écrire moi-même, mais bon, c'est pas très important. Quand une description, tu veux juste un truc qui récapitule vite fait le contenu. Je vais pas me faire chier à rédiger un truc aux petits oignons, on s'en fout. Tu vois, c'est plus pour le SEO qu'autre chose. Donc là, je mets un truc IA, un petit paragraphe IA dans la description pour trouver les angles pour le titre et la miniature. Alors, par contre, je n'utilise pas l'IA pour écrire les titres. Et franchement, je trouve qu'elle est pas très bonne. C'est peut-être parce que j'ai un biais d'expert, sachant que moi, je sais qu'est-ce qui est un excellent titre et qu'est-ce qui est un titre éclaté. Je trouve que l'IA fait des titres moyens et à chaque fois que j'ai essayé de demander à l'IA de me trouver des titres pour une vidéo, même si je lui donne le transcript de la vidéo, peu importe, elle sait exactement ce qu'il y a dedans, mais je trouve que le résultat est nul. Et j'ai essayé plein d'approches différentes. Je trouve toujours que le titre que je fais moi, encore une fois, c'est la connaissance spécifique. Moi, j'ai la connaissance spécifique de qu'est-ce qui est un bon titre. J'ai cette intuition-là. Eh ben, je vois que l'IA, ce qu'elle me donne, c'est de la grosse merde. Et donc, je continue de le faire moi. Et ça, faut pas le déléguer à l'IA. Votre vraie expertise, vous devez la garder, toujours. Mais pour revenir à mon processus de création de podcast, l'IA, qu'est-ce qu'elle va aussi me faire? Elle va m'extraire toutes les pépites qui ont été dites dans l'épisode de podcast pour que je puisse les rajouter à mon lead magnet qui est la fiche pépite. Donc avec des livres, des hacks, des outils, des apps qui ont été partagés ou des citations qui ont été partagées pendant l'épisode. Vous vous doutez bien que si je devais me retaper tout l'épisode en prenant des notes sur les petits hacks, bon, je pourrais le faire, mais l'IA est très performante pour ça. Et donc, elle me les sort direct. C'est quand même vachement bien pour ça. Il y a des cas d'usage où l'IA permet de gagner un temps fou, mais vraiment un temps fou. C'est pareil, après, l'IA, je vais l'utiliser, par exemple, si je veux, ça, c'est pas moi qui vais le faire, mais si je voulais moi-même aller chercher des clips dans un live, par exemple, je l'ai testé d'ailleurs cette semaine, ça. Je télécharge le live avec le horodatage, donc les timestamps depuis YouTube, la transcription du live. Je la donne à Claude et je lui dis, fais remonter, identifie les moments forts, les moments croustillants et utiles qui seraient bien à partager dans un format vertical shorts. Et c'est bluffant, ça trouve vraiment les meilleurs moments, ça te donne le timecode. Si dans ton transcript de base, il y avait le timecode, bah ça va te les donner. Et donc toi, tu as juste à aller sur ta timeline de montage, couper au bon endroit, virer éventuellement les moments d'hésitation. J'ai essayé de le demander à l'IA de le faire ça, de me réécrire le script, mais sans les moments mous, les moments où on peut virer, ça casse le dynamisme, mais l'IA n'est pas capable de faire ça. Il faut vraiment utiliser l'IA là où elle est bonne, mais ne pas essayer de forcer là où elle est nulle. Et où il y a quand même des domaines où l'humain reste meilleur, heureusement. Et surtout quand on a une expertise. Quand on a une expertise, c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Il faut utiliser l'IA comme un amplificateur de cette expertise-là. Je prends aussi souvent l'exemple de mon associé sur Tiny Pages, Jérôme, avec qui on développe ensemble la plateforme. Lui, il a une expertise de savoir développer depuis, je crois qu'il a commencé quand il avait 15 ans, en autodidacte, à apprendre le code. Et aujourd'hui, il a une compréhension profonde de qu'est-ce qu'est un bon code, comment le structurer, et il utilise l'IA, il est 10 fois plus productif. Ça amplifie son expertise initiale. Alors que si tu utilises l'IA sans savoir coder, tu es un vibe codeur. Vibe coding, c'est marrant ça. Et donc les gens, là, ils ont l'IA, ils demandent à l'IA, ouais, fais-moi telle app, mets telle fonctionnalité ici, là, change la couleur du bouton, machin. Super. Mais si ils ouvrent le code, ils comprennent rien, ils sont complètement largués. Et au bout d'un moment, c'est pour ça que ça atteint très vite ses limites. Je pense que c'est un bon exemple, ça, le vibe coding. Les limites de l'utilisation de l'IA sans compétences profondes derrière. C'est que tu vois, les mecs qui font du vibe coding, ils sont très vite limités. Au bout d'un moment, il y a des bugs, ça marche plus. Et ils se retrouvent là à dire ouais, Claude, fais que ça marche. Là, il y a un bug, répare le bug. Mais ils sont même pas capables d'expliquer c'est quoi le bug. Donc Claude, il va faire ah oui, d'accord, vous avez tout à fait raison. Il y a un bug, effectivement. Toujours, il va te valider comme ça. Et après, tu retestes et ça marche toujours pas. J'ai essayé 2-3 petits tests de vibe coding. Je me suis fait des petits outils
en interne rigolo, des trucs légers. Je me suis fait un espèce d'outil pour les couleurs, avec les codes hexadécimales, les codes HSL, parce qu'on manipule beaucoup des couleurs pour Tiny Pages, puisqu'on a les thèmes de page, le style de votre site, etc. Donc c'est des choses que j'apprends, mais je me suis fait un petit outil vibe codé comme ça avec l'IA. Bon, c'est un jouet, c'est rigolo, voilà, des fois ça peut me servir, mais c'est pas un SaaS que je vais vendre, quoi. Après, peut-être, hein, pour des SaaS sur des besoins ultra spécifiques où il n'y a pas de marché, où l'IA peut résoudre un problème existant, et avec l'IA, pour la première fois, tu peux résoudre ce problème-là. Il y a pas de concurrence, là, peut-être que ouais, un petit outil ciblé, vibe coding, mais après, le truc, c'est qu'il y a toujours une responsabilité après, il faut que ton code fonctionne, sinon tes clients, bah, surtout s'il y a des données critiques, s'ils y mettent des données critiques, et que ton truc, ça foire, ça interrompt les opérations de leur business, si tu fais du B2B, c'est vraiment pas ouf. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça c'est marrant, il y a des, comment on appelle ça? Vibe coding janitor en anglais, c'est-à-dire des, on va dire un peu des éboueurs du code. C'est un nouveau métier. Sur LinkedIn, tu en as plein. Dans leur bio, ils disent je nettoie votre code généré par IA. Donc, c'est les éboueurs du code qui sont là pour nettoyer tous les déchets, le code foireux généré par IA. Il y a un marché qui se crée autour de ça. Parce que comme il y a une ruée vers l'or du vibe coding, eh ben, ça crée un marché secondaire où tu en as qui tirent leur épingle du jeu en proposant des services de t'as ton code dégueulasse, tu comprends rien, bah moi je comprends à peu près, je vais aller nettoyer ta merde là, ton code dégueulasse, je vais aller remettre un peu d'ordre dedans. Ça me fait marrer ça. Moi en tout cas, pour être très honnête avec vous, je suis extrêmement enthousiaste de démarrer cette année 2025 en tant que formateur, créateur de contenu. Je vous avoue que 2023-2024, je ne savais pas vraiment comment me positionner par rapport à l'IA. C'était encore très nébuleux, c'était difficile de savoir comment ça allait évoluer. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand tu as déjà une expertise de base, l'IA amplifie cette expertise et te donne un avantage concurrentiel majeur. L'IA ne va pas nous remplacer. L'IA va permettre aux bons de remplacer les mauvais. C'est juste ça. C'est peut-être pas juste pour ceux qui se lancent aujourd'hui, mais c'est pour ça que ça vaut le coup aussi aujourd'hui. Par exemple, j'en parlais dans un podcast avec d'autres entrepreneurs avant-hier. Je pense que ça vaut le coup quand même aujourd'hui de comprendre les bases du marketing et du copywriting, même si c'est pas votre domaine. Pas forcément creuser le sujet de manière ultra profonde, y passer des heures tous les jours, mais juste avoir ce bon sens de savoir c'est quoi un bon marketing, les principes psychologiques de base, parce qu'après, ça vous donne le bon sens pour évaluer les réponses de l'IA. Et ça vous donne un avantage concurrentiel comparé à tous les guignols qui ne savent absolument pas ce qu'ils font et qui prennent les réponses de l'IA telles quelles alors que c'est de la merde. L'IA, moi je la vois un peu comme... J'ai souvent cette métaphore dans ma tête, dans un jeu vidéo comme Zelda par exemple. Des fois dans Zelda, vous êtes dans un donjon et il fait tout noir, il fait sombre. Vous êtes dans l'obscurité, vous voyez rien autour de vous. Il y a peut-être des monstres cachés dans la pénombre, il y a peut-être des coffres au trésor, vous les voyez pas. Et vous avez juste une lampe torche. Ben vous, quand vous voulez créer un contenu ou résoudre un problème, si vous utilisez juste votre cerveau humain, ben c'est comme si vous vous baladez sur la map avec votre lampe torche, et essayer d'éclairer, aller voir un peu, etc. L'IA, c'est ce qui vous permet d'allumer la lumière, tout d'un coup. Vous allumez la lumière dans toute la pièce, et là, vous voyez tous les ennemis où ils sont, tous les coffres au trésor. Pour sortir de la forme métaphorique, vous prenez votre problème, vous l'exprimez clairement, vous le donnez à l'IA, puis vous lisez sa réponse, vous posez des questions, vous faites du brainstorming, et l'IA va vous ouvrir vos chakras. Elle va débloquer, elle va clarifier toutes les idées dans votre tête. Pour être honnête, là, tout ce que je vous ai préparé, mes petites notes sur le live, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai vidé tout ce que j'avais déjà dans ma tête en mode brouillon dans une note. Donc je pars déjà de mon idée, moi, de base. Ça, c'est toujours très important. Ne déléguez pas les idées, si vous êtes créateur. Donc je pars de mon idée, mais brouillonne, il manque encore plein de choses. Je la donne à Claude, je vais me balader. Et pendant que je me balade, bah, je fais du sparring partner créatif. J'ai un prompt qui me permet de demander à l'IA d'explorer mon idée sous plein de nouveaux angles que je n'avais pas forcément vus. C'est ça que je vous dis quand je prends cette métaphore de allumer la lumière tout d'un coup dans la map. Alors qu'avant, vous étiez dans l'obscurité, vous voyez que
Vous étiez limité par votre champ de vision actuel. Mais d'un coup, vous allumez la lumière, vous voyez tout. L'IA va vous dire: «Ah bah tiens, là, j'ai une objection, il y a peut-être ça, il faudrait traiter, on pourrait prendre cette métaphore ou cette métaphore ou cette métaphore». Et toi, tu vas évaluer toujours la pertinence de ce que te dit l'IA. C'est pas, tu vas, accepter bêtement ce qu'elle te dit. Mais tu vas, par exemple, te dire: «Ah tiens, cette métaphore-là, elle est pas mal, j'aime bien». Ou alors cette technique, ce petit conseil, ce recadrage mental, c'est cette nouvelle manière de voir les choses, nouvel angle, je l'avais pas vu à la base, mais si j'avais eu l'idée, tiens, je trouve ça pas mal quand même. Et là, ça va résonner. Ça va passer ton filtre, ça va passer ton prisme personnel qui définit ta valeur en tant que créateur de contenu. Les gens te suivent surtout pour ton prisme, pour ton jugement, pour ta manière de voir un domaine ou un domaine. Et si tu juges que ce que l'IA te donne est bon, c'est qu'a priori, il a sa place dans ton contenu. Donc ça aussi, c'est fantastique. L'IA permet d'aujourd'hui réfléchir à une vitesse bien supérieure. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, je ne parle pas de tout déléguer à l'IA, de prendre que les réflexions de l'IA. Je me force toujours à quand même écrire un minimum, moi, me vider la tête, essayer de structurer d'abord par moi-même ce que j'ai dans la tête, et ensuite seulement l'amplifier avec l'IA. Et ça donne des résultats incroyables. Pour rappel, hein, je le répète parce qu'il y a probablement des gens qui viennent et qui repartent, je suis en live tous les dimanches à 11h, heure française, sur des sujets autour du business, du minimalisme et de l'intelligence artificielle pour les solopreneurs, les formateurs et les coachs. Pour moi, je vous avoue que c'est très stimulant intellectuellement de faire ce live parce que ça me force à préparer un sujet avant. Franchement, le sujet dont on a parlé aujourd'hui sur l'IA, j'ai tout fait aujourd'hui. Structurer mes idées, faire ma petite note là. J'ai tout fait sur le moment et au final, je trouve ça pas mal. Ça me permet d'arriver avec un contenu certes imparfait, mais de le confronter rapidement au réel, voir un peu ce que vous en pensez. Après, ça peut faire des petits clips. Et puis moi-même, ça me permet de clarifier de fou ce qu'il y a dans ma tête. Question qui n'a rien à voir avec ce dont on parlait juste ici, mais c'est pas grave. Est-ce que tu parles en anglais à l'IA? Est-ce que c'est mieux? Je pense qu'aujourd'hui, les modèles fonctionnent très bien en français. À la base, j'écrivais surtout mes prompts en anglais. C'est une bonne question en vrai, enfin, c'est une question, totalement légitime parce que c'est vrai que la manière dont tu promptes l'IA va toujours influencer la réponse. Moi, ce que je faisais pendant longtemps, c'est que j'avais mes prompts en anglais, mais je disais toujours au prompt: «Réponds dans la même langue que le contexte». Donc si je lui donnais du contexte en français, dans un prompt en anglais, il allait répondre en français. Moi, je pense que ce qui va la différence entre un prompt en français et un prompt en anglais, c'est la subtilité du langage. Chaque langue a ses propres, subtilités, ses propres mots, du vocabulaire, des tournures de phrases, des expressions. Si tu es natif francophone, tu t'exprimeras de manière plus juste en français. Si tu es natif anglophone, tu t'exprimeras de manière plus juste en anglais. Donc tu peux peut-être formuler des demandes plus précises dans ton langage natal. Après, les IA sont évidemment bien plus entraînés sur du contenu anglophone que francophone. Mais je pense qu'aujourd'hui, les modèles ont quand même bouffé pas mal de contenu en français. Suffisamment pour être bons. Moi, en tout cas, je vois des bons résultats, avec des prompts en anglais ou en français. Mais c'est une question, j'ai pas de réponse définitive, mais c'est une bonne question. Lascar révélation: les chaînes IA ne seront pas interdites de monétiser. Non. Ce que YouTube ne veut pas, c'est que tu postes du contenu généré par IA sans dire que c'est du contenu généré par IA. YouTube n'est pas contre le contenu IA, ils sont contre, mentir aux gens. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir étiqueter efficacement le contenu, et pour la transparence. Parce que pour eux, ça va faire énormément d'emmerdes avec les deepfakes. Donc, ils savent qu'ils peuvent pas arrêter le tsunami de l'IA, ça ils le savent, tu peux rien faire contre ça. Mais par contre, ils veulent la transparence. Je pense que c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, si tu fais du contenu généré par IA, totalement ou partiellement, et que tu le publies sur YouTube, ils te demandent de cocher une case: est-ce qu'il y a du contenu, modifié ou altéré par l'IA? Tu mets oui ou non. Je te déconseille de mentir, l'algorithme le sait. Donc tu dis oui et a priori, si tu joues avec les règles de YouTube, ça va bien se passer. YouTube n'est pas entier contenu IA. De plus en plus, encore une fois, le contenu, même de créateurs humains va avoir des passages faits avec l'IA, des outils d'IA vont être utilisés dans le processus créatif, ce qui est très positif, c'est une bonne chose. L'IA peut aussi sublimer la créativité et tu n'es pas forcément démonétisé juste parce que, il y a de l'IA dedans. Ce qui va être démonétisé, c'est le AI slop, c'est-à-dire, le contenu poubelle IA qui n'apporte aucune valeur. Je ne sais pas exactement quels sont les critères, que les
les plateformes vont mettre en place pour définir qu'est-ce que c'est qu'un AI slop et qu'est-ce que c'est qu'un contenu avec de l'IA mais acceptable. Mais vraiment, c'est ça actuellement la direction stratégique sur les réseaux. C'est lamentable car il y a beaucoup de chaînes maintenant où les gens croient que ce sont des humains, pendant que nous, on se massacre à faire du vrai contenu. Bah, Lascar, je sais pas si tu peut-être arrivé en retard dans le live, mais on est allé voir plein de chaînes et il y en avait une justement où, effectivement, tu as plein de gens qui se font avoir. Sauf que, comme je l'explique après, dans la pratique, c'est compliqué de maintenir une cohérence narrative, de faire croire que tu es un humain. Tu peux le faire à l'échelle d'une vidéo, oui, mais quand tu crées une relation profonde avec les gens sur le long terme, ça se passe bien en fait. L'IA, elle peut pas te concurrencer aujourd'hui. Elle peut duper les gens sur une vidéo, mais pas sur 100 vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, bah, tu montres de la preuve d'humanité avec ta constance, ta régularité, en faisant du format long aussi. Je récapitule hein, vite fait pour ceux qui n'étaient pas là, mais pour moi, les 3 angles, les 3 axes de réflexion pour se positionner face à l'IA en 2026, ça va être le contenu long avec les lives et les podcasts. Parce que c'est du contenu profond, très difficile à imiter par l'IA, qui crée une relation de confiance avec les gens. Deuxièmement, le building public, montrer des vrais projets de la vraie vie sur le long terme. Ça, l'IA, c'est très difficile de fake ça. Et troisièmement, on avait dit la connaissance spécifique. Donc, explorer ta propre curiosité pour créer du contenu qui soit tellement spécifique et tellement cohérent pour ton propre petit univers à toi, que finalement une réponse générique de l'IA ne pourrait pas concurrencer ça, parce que l'IA est entraînée sur du contenu, bah, sur tout le contenu internet, quoi. Donc en fait, elle donne des réponses moyennes. Mais si toi, tu te niches et en plus tu explores des connaissances, tu développes des compétences qui sont propres à ce qui toi t'intéresse, tu développes une intuition, tu développes un goût en fait, que l'IA n'a pas et qui te permet de donner de la couleur à ton contenu, de donner de la personnalité. Et ça, encore une fois, c'est de la preuve d'humanité. Genre le contenu brain rot. Oui, brain rot, c'est ça. C'est du AI slop, c'est du contenu poubelle généré par IA, généralement sur TikTok, ça. Moi, je je suis pas sur ces plateformes-là. Pour moi, c'est une autre planète. Je vous déconseille d'ailleurs. Le nom est quand même très révélateur, hein. Brain rot, c'est-à-dire la pourriture cérébrale. Je pense que métaphoriquement, c'est très juste. La pourriture cérébrale, ouais. Si ton contenu est photoréaliste, si tes b-rolls sont générés par IA et que c'est évident que ça ne peut pas être réel, alors t'es pas obligé de cocher. Ok, mais je connais pas les règles exactes. De toute façon, ça, c'est des choses qui aussi peuvent évoluer très vite. Je pense qu'en 2026, il va y avoir beaucoup de chamboulements dans cette industrie. Mais ce qui est sûr, et je terminerai le live là-dessus, parce que ça fait déjà 1h50, c'est que les humains, rappelez-vous de ça, les humains voudront toujours connecter avec des humains. Donc tant que vous montrez de la preuve d'humanité, vous êtes tranquille. Et il y a des moyens encore aujourd'hui. L'IA est encore, franchement, honnêtement, les amis, c'est pas parce que Google VEO3 peut générer des avatars ultra réalistes que l'IA est proche de pouvoir montrer la même preuve d'humanité qu'un vrai humain. Ils disent que TikTok paye mieux maintenant. Tu as des informations si c'est vrai. Moi, à l'époque où j'avais lancé les shorts, TikTok, Instagram Reels, en 2022, quand ça avait explosé, j'avais fait 150 millions de vues en 6 mois. Et c'était pile le moment où TikTok, je crois au mois d'octobre 2022, avait lancé son programme de monétisation pour les créateurs. Sur le papier, on nous annonçait 1 € pour 1000 vues, 1 $ pour 1000 vues, ce qui est absolument gigantesque sur TikTok. Sachant que sur TikTok, franchement, c'est facile hein, de faire des vidéos virales. C'était juste, il fallait que la vidéo dure plus de 1 minute. Ça existe encore aujourd'hui. Dans la pratique, c'est pas 1 $ pour 1000 vues. C'est parce qu'il y a un concept de vues éligibles et de vues non éligibles. Mais je pense que tu peux facilement faire du 30-40 centimes pour 1000 vues, ce qui est déjà énorme. Hein. Tu fais 1 million de vues, c'est pas déconnant sur TikTok, ça te fait 400 balles. Et tu fais 3 vidéos, 5 vidéos par jour, boosté à l'IA. Franchement, si aujourd'hui, je veux dire honnêtement, hein, si aujourd'hui en 2026, je partais de zéro, j'avais rien, je construisais rien de long terme, je voulais juste faire un max d'argent court terme, bah, j'irais poncer le programme de monétisation TikTok. Hein.
Je pense que je pourrais faire du 10 K par mois, 20 K par mois peut-être si vraiment, je m'investis à fond, mais c'est rentable, hein. Il y en a qui brassent beaucoup avec ça. Il faut juste connaître les codes de la viralité. Ceux qui avaient suivi à l'époque ma formation, Shorts Domination, vous avez un sacré avantage. OK les amis, ça fait 1h51, c'était un bon gros live. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à dimanche prochain, c'était un bon moment et je vous dis à très vite. Excellent dimanche.